l'écran de la nuit est tombé derrière moi juste après ma naissance. Derrière cette ténèbre, il y a ma mère et mon père. Il me semble qu'il est facile de comprendre pourquoi je suis devenu peintre. Parce qu'un peintre, n'est-ce pas, c'est d'abord quelqu'un qui a la faculté d'aller réveiller l'ombre des morts avec un tas de choses. Essence, glaise, térébenthine, encre, crayon, sanguine, plume, huile, trichloréthylène, sulfure de cadmium. C'est avec tout ça que je cherche, comme un alchimiste, que je cherche à percer l'écran. Oui, je cherche. On cherche tous, n'est-ce pas? On cherche même tous quasiment la même chose. On ne peut trouver ce que l'on cherche que par des moyens détournés. Directement, c'est impossible. D'ailleurs, ça n'existe pas. On est des hommes faits de chair et de sang, rien d'autre. Nos corps ont besoin d'autres corps pour se transporter, accéder à l'esprit. Vous comprenez maintenant pourquoi il faut en passer par des corps, pourquoi il faut passer à travers la matière pour accéder à ce qu'il y a derrière l'écran des ténèbres, pour forcer l'arcane de la nature. En peignant, je suis en contact avec les esprits. Vous voulez des noms? Schulz, Balzac, Koubine, je les capte. De quelle façon? Très simple. J'installe mon laboratoire et je mets leurs œuvres en contact avec les miennes. Non, j'essaye simplement de vous expliquer que l'art est une magie, ni plus ni moins. Moi, tout le monde devait venir me donner un coup de main. Je suis seul comme une merde. C'est le mec qui t'embête. Hein? Non. C'est qui ça? Ça, c'est Madame Grandet. Madame Grandet, c'est pas beau ça. Hein? Pas Eugénie, Madame Grandet. La mère d'Eugénie. Madame Grandet. Une de ces femmes qui semblent faites pour être tyrannisées. Puis elle avait le montant en galoche, tout ça, des petites clés, petits d'un côté. Ah. Sale femme, un peu bête. C'est bien. J'aime profondément les romans de Balzac et j'aime profondément le personnage. Ah, j'adore ce monsieur. Ah, j'adore. D'abord, un type, d'abord il aime les femmes. Hein? Toutes. Il n'y a pas de femme laide pour lui. Il les veut toutes. Ça, c'est déjà extraordinaire. En plus, il a un sens des affaires extraordinaire, même si sa foi, c'est quand même fantastique. Hein? Il invente des tas de trucs. Il adore l'imprimerie, il adore le livre. Il a toujours des idées fantastiques. C'est pas de sa faute, c'est sa merde. Sa merde parce qu'il est trop en avance sur son temps. Sa merde pour des... Et puis, ils s'en foutent du pèse. Alors ça, j'adore ça. Hein? Il en a besoin, mais ils s'en foutent. Finalement. Et puis alors, il aime les honneurs. Oh. Alors un type qui aime autant les médailles que lui, presque que moi, alors là, ça m'est sympathique. Et puis je dois dire que le bouquin que j'ai lu sur sa vie de Zweig m'a emballé. C'est une des choses que j'ai les plus aimé raconter sur la vie de ces personnages. Tous ces personnages me plaisent. J'ai l'impression que je vois toute ma famille là. Hein, J'aime le flou. Hein, je ne sais pas si ça se voit. Mais j'aime le flou inachevé parce que je trouve que il faut beaucoup plus de rigueur dans cette sorte de non-rigueur et de flou que dans une rigueur juste ou travailler au poncif. Ça, c'est le marchand de curiosité. Le marchand de... Curiosité dans la peau de chagrin. Alors, c'est... Le juif, ça. Oui, mais c'est pas dit vraiment, hein, c'est pas dit, mais... C'est très décrit. Alors, le deuxième, c'est Mademoiselle Michonneau. C'est une salope qui dénonce Vautrin trompe-la-mort dans le Père Goriot, mais c'est la délation, c'est la concierge, enfin, pas la... Pour moi, c'est le type même de la délatrice. J'ai pas toujours suivi des descriptions de Balzac, c'est-à-dire que
je suis passé avec le caractère du personnage, et puis tout d'un coup, tout en le lisant, hop, et puis c'est beaucoup un travail de mémoire. Alors, peut-être que parfois c'est faux, parfois c'est juste, parfois c'est faux, mais je m'en fous de ça. Je veux dire que je ne suis qu'un écho, voilà, je suis un écho de Balzac. Il fallait que ce soit qu'une seule œuvre, en réalité. Tu vois, je veux dire que je voulais que ce soit un tout, et en même temps que ce tout puisse, comme la comédie humaine, c'est-à-dire que ce soit une œuvre qui en même temps puisse être multiple. Alors, tous les personnages, il y a les thèmes thématiques et tout ça, les petites choses, et puis là, fallait que tout puisse swinguer un peu. Je sais pas. Freinhofer, moi j'en ai fait une sorte de déporté de l'âme. Je trouve que Balzac, là, tous les peintres se retrouvent dans ce tableau, pas dans ce tableau, mais dans ce récit, parce que finalement, ça prouve qu'on a quand même, avant toute chose, c'est la peinture qui compte, avant tout. Hein, et que c'est le plaisir de peindre. Et puis je fais ce que j'ai envie de faire. Et alors c'est pareil avec le chef-d'œuvre inconnu. Des fois on voit des tas de petites choses dans notre peinture que les autres ne voient pas. Et puis finalement, non. Moi j'aime bien Balzac parce que ça a été dans mon adolescence un bon compagnon. Oui. J'ai cessé au bout de 2 années parce que je n'avais j'étais saturé, si tu veux, même au point de vue peinture, de continuer toujours dans ce sens. Tu vois, je ne suis pas un fabricant, donc j'ai laissé les choses aller jusqu'au point où moi-même j'étais saturé de ce sujet, c'est tout. Maintenant, il faut les montrer, et surtout, comme disait Giacometti, que cette salade se vende. Il est coiffé comme un forçat et comme un condamné, c'est ce qu'il fait, à travailler, à se remettre en question sans cesse, à travailler sans cesse. Et alors après, on ne voit plus justement que ce magma de couleurs. Ce serait l'illustration merveilleuse du discours sur la forme qu'il y a précisément dans le chef-d'œuvre inconnu. Freinhofer fait un discours sur la forme comme objet qu'on trouve qu'en arrachant les enveloppes. On sent en dessous tout d'un coup apparaître aussi les petites couleurs, tu vois, comme les bleus, les rouges, les violets. On sent qu'il a été nourri, et puis ensuite on a retiré toute cette nourriture et il reste plus que ce qui doit rester. C'est aussi un discours sur la manière de travailler, où on laisse apparaître tous les repentirs et toutes les ratures. C'est comme une page de manuscrit ou d'annotation. C'est un petit peu, je pense à la poésie de Ponce, c'est un petit peu pareil, où c'est ces fameux manuscrits où il rature, il met les choses, il les rajoute, et tout ça fait pour arriver au mot exact ou à la phrase qui lui convient. Et c'est un peu ça. On y va. Alors on a la tâche délicate, Willem et moi, de remettre la médaille des arts et lettres à notre ami Serge. J'ai peu l'habitude, moi, des discours. J'ai encore moins l'habitude de remettre des médailles. Donc je vais être très bref et un peu emprunté. Voilà, je suis très heureux de pouvoir remettre cette médaille que je n'ai pas moi-même. Tant pis, ça fait rien, ça arrivera un jour. Voilà, je t'embrasse. On sait que ça finit toujours au marché aux puces, ce genre de médaille. Hein, donc, voilà. Maintenant que c'est le début de médaille. Oui, c'est le début, parce qu'après, il va y avoir la rouge, le bouton, enfin, tout, quoi. Hein. Vous savez très bien, les Ashkénazes adorent les décorations. Hein.
et les reconnaissants. Chez les séfarades, c'est les gourmettes. Chez moi, c'est les... Hein? Non, 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 je ne remercie pas. Tu l'apprendras tous les jours? Non, pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, je vais vous dire, dès qu'on a bu un verre, je la remets dans son écrin et je l'offre à ma femme. C'est plutôt elle qui l'a mérité que moi, entre nous. Hein? Et puis là, je vais faire toute une série sur Tadeusz Kantor, sur des nappes polonaises, qui s'appelle La métamorphose de moi, Tadeusz Kantor. Alors ça, comment c'est venu Ah ben, il y a toute une série. Ça commence avec des petits carnets comme ça, qui sont comme des petits carnets de notes, tu vois, où l'on voit les choses, tu vois. Alors ça commence, c'est comme si, tu vois, le pauvre con, on le reconnaît bien, Tadeusz, là, avec ses scènes de décor, et on commence une scène, tu vois, de son propriétaire. Je deviens lui, plus que lui, hein. Déjà, lui, s'était collé dans la peau de Bruno Schulz, et puis de Witkatze, tu vois, et de Gombrowicz. Alors moi, je vais encore faire comme eux, je vais devenir une sorte de tendre vautour, et je vais me rentrer dans leur existence, et puis refaire les choses, tu vois, comme si c'était à la fois une sorte de Diebook. Alors on va retrouver la Yiddishkeit, hein. J'étais une sorte de Diebook, du théâtre qui m'était introduit dans Tadeusz Kantor et dans Bruno Schulz et dans Mickiewicz, et puis qui après recommençait et puis faisait les choses, tu vois, commençait comme ça. Et comme bien cela aussi, hein, les petits Kantor. Madame, c'est une comédienne de Kantor qui jouait dans Pollet, Vieux le Pollet. Un des personnages de Tadeusz. Et alors ça? C'est toujours Vieux le Pollet. Et c'est un acteur qui regarde à travers une fenêtre. Voilà. Et voilà notre ami Tadeusz. Ça change du Balzac, hein. Ah ben là, c'est C'est le défilé. Ouais. Donc tout ça part en Pologne. Tout ça part en Pologne. Pas la valise diplomatique, hein. Pas le wagon plombé, tout ça, hein. Valise diplomatique. Ils ont des grandes valises. Ouais. Je ne sais pas ce qu'ils appellent valise diplomatique. Maintenant, ça doit être camion diplomatique. Vous remarquez que j'ai un grand fait pour les chiens. C'est ce qui va être les culs de lampe et les illustrations pour le catalogue sur le texte de Miklachevski. Hein? Alors voilà, ce sont toutes les données de la classe. Voilà la classe morte. Et c'est ensuite les données qui vont servir. Voilà les personnages de la classe morte encore. Là, on apparaît Miklachevski qui apparaît ici, et là, Tadeusz en chef d'orchestre. Là, on recommence encore Vieux le Pollet, encore des personnages de Vieux le Pollet. Là, c'est un petit clin d'œil à Kafka. Alors ça, c'est pour une scène aussi de Vieux le Pollet, ou de la classe morte. Tu vois, où tout s'embringue tout d'un coup. C'est comme si j'avais réinventé, j'avais continué la pièce de Tadeusz. Toujours un certain sens, un certain vouloir de l'art, tu vois, comme ici, comme là, et tout d'un coup ça apparaît comme une gravure, tous les plissés et tout.
La métamorphose de ce cher Tadeusz. Hein? C'est pas mal, non? Je ne dessine ni comme Ingres, ni comme Michel-Ange, ni comme autre. Je dessine comme un sauvage. Mais c'est ma façon. C'est mon écriture. C'est-à-dire ici une sorte de gros caca noir, comme ça, qui a l'air comme ça, tu vois. Et lui, il reprend comme ça. Tu vois? Hein? On voit bien, ouais. On voit bien. Mais je crois que la meilleure solution, c'est finalement ça. Tu vois? Toi, tout bêtement. Il y a une belle synthèse entre l'archaïque, roman gothique, renaissance baroque. Tu sens ça, hein? Oui, je sens tout ça, Ouais. cumulé. Ouais. Je dirais pas baroque, je dirais plutôt maniériste. Oui, tu as raison. Mais il est bien là, mon Christ, un peu gothico. Je le vois féminin. Hein? Féminin. Oui. Parce que l'accouchement, c'est la plus grande déchirure. Ouais. J'ai appris que la couleur de la peinture vit par elle-même et qu'il y a des rythmes à suivre et qu'il y a des gestes et qu'on doit utiliser ces gestes en dépôt, en rapport avec ce que la peinture elle-même a à dire et qu'à bout d'un moment, il faut la laisser parler. Tu vois. Et qu'il y a des rythmes qui se font et qu'on écoute et qu'on suit. Et que si on ne le fait pas, et puis c'est la même chose que disait Bonnard, c'est la même chose que disait César. Tu dois obéir au tableau aussi. Alors obéir au tableau, C'est parfois recommencer un truc qui te paraît bien et qui paraît bien aussi, qui tient, mais qui ne tient pas parce que, parce que le tableau a sa propre loi et dans la loi du tableau, ça fait que ça ne tient pas. Il y a une erreur quelque part et je sais qu'il y a une erreur quelque part et ça ne va pas, cette erreur. Ça ne va pas. Et il y a une erreur et c'est dû à une erreur de dessin au départ. C'est dû à une erreur. Il y a des choses instinctives, tu devrais les laisser, et tu ne fais pas, mais tu ne sais pas pourquoi, tout d'un coup ça reste, et finalement, c'est pas pour rien. Je ne sais pas. Putain de matos, de merde. Alors, on va regarder comme ça. Tu vois, les ténèbres prennent part au truc. Alors voilà, alors maintenant c'est ça. C'est un coup de ténèbres. Tu vois, c'est un coup de ténèbres. C'est ça qui est chiant maintenant. Alors, ça ne veut plus rien dire là. Tu vois ça? Ça ne veut plus rien dire. Ici, ça ne veut plus rien dire. Il va me remonter encore les personnages. On va les faire. Tu vois, je vais essayer d'avoir ma solution par le détail. Quitte après à revenir avec le fusain quand ça sera un peu plus sec.
suis reparti avec le blanc pour pouvoir affirmer après le noir. Je vais revenir là, j'attends que ici ça sèche pour... Ce personnage, il était trop facile. D'ailleurs, je vais encore le retravailler un petit peu. Voilà. On va laisser apparaître. Alors, tu as tout refait swinguer d'un seul coup, quoi. Oui. Tu es parti avec le blanc et... Tu vois, il faut que je restructure. Tu vois, il y a des couleurs qui... Je vais peut-être retravailler les verts par touche, tu vois, ici aussi, tu vois, peut-être une fois que là... Bon, il y a des choses qui me plaisent bien, mais Qu'est-ce qui te plaît bien, alors? Oh, beaucoup de choses, la façon dont la brutalité du blanc apparaît, ces personnages, maintenant ça, et puis celui-là tout d'un coup, tu vois, les regards, et puis maintenant il faut que je joue avec que j'affirme certains graphismes dedans, tu vois. Tu vois, et ça n'a plus rien à voir avec l'esquisse du Pontormo, où c'était parti du Pontormo, mais ça n'a plus rien à voir, mais c'était qu'un point de départ pour moi, pour m'amuser, tu vois, je veux dire. Que je pars avec Balzac, je pars avec Koubine, et maintenant avec Pessoa, et que je suis parti aussi avec Kafka. Comme je disais toujours, cette notion de se servir des écrivains comme d'un dictionnaire. Et là, je vais faire un petit voyage, comme un voyage initiatique finalement, quelque chose comme ça, à travers Pessoa. Je vais redevenir Pessoa. Il est devenu un de mes hétéronymes. Voilà, qui est le début. C'est Pessoa. Aujourd'hui, Pessoa ressemble à Kantorowicz, et là, j'avais mis ce matin, Pessoa ressemble à Vuillard. Et tu vois, ici, j'ai fait un collage d'un fruit, ce fruit qu'on met quand c'est la sous-cote. Bon, bref, c'est pas la peine de dévoiler les mystères de la créativité. C'était une chose pour Cantor, mais comme c'était pas terminé à temps, j'ai repris le thème pour faire la réunion avec Pessoa. Et puis là, tous ces chefs de bureau, c'est-à-dire lui-même, tous ces hétéronymes en réalité. Je l'aime beaucoup celui-là aussi. Pourquoi ce matin-là, donc, aujourd'hui, Pessoa, ne sait pas qui est Primo Levi? Ben, tu sais, c'est venu en lisant un texte où il se lève et il ouvre la fenêtre, il se proche et il se penche pour écrire et il écrit, il note des petites choses. Et tout d'un coup, c'est arrivé une sorte d'univers concentrationnel. C'est peut-être une façon pour moi de rendre hommage aussi à mon père quelque part, finalement. Puisque c'est toujours des vies de père, des journaux et des vies de père. Tu comprends? Étant donné que j'étais amputé d'un deuil total, finalement. Donc je suis obligé à chaque fois de trouver des pères pour pouvoir les tuer d'une façon, pour enfin pouvoir porter ce deuil. Tu vois, là en dessous, là en transparence, il y a un mazagran avec un verre rempli d'absinthe, avec le verre, la cuillère et le sucre, tu vois. Là, on voit la vue Lisbonne, tu vois.
cette petite chose près du port, comme ça, qui arrive là. Chacun de mes rêves s'incarne dès son apparition en quelqu'un d'autre qui se met à rêver à ma place. Je suis la scène vivante où passent diverses auteurs jouant diverses pièces. Je suis un petit peu pareil là, quand je fais les choses là. C'est aussi le rêve de Picasso quelque part. Donc c'est toujours aussi un petit peu ce dialogue dans la mémoire avec ceux qui ne sont plus quelque part. Ça, c'est un petit tableau que j'aime beaucoup. Tu sais que Pessoa est une sorte de Borges lui, Borges savait qu'il était Borges, mais Pessoa ne savait pas qu'il était Pessoa. C'est encore mieux. C'est Voilà. encore mieux. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Et donc là, Parce qu'il y a je un dois texte, faire toute une attends, série tu as un texte. sur Pessoa, tu vois. Et cette scène un peu dramatique, qu'est-ce que c'est? Oui, que ça je sais pas, je crois que finalement il se rend compte que tout ça est vain. Hein? Oui, mais c'est extrêmement intéressant au point de vue plastique. Parce que ces personnages que tu as fait, là, je trouve ça extrêmement, avec cette dame, on ne sait pas très bien, le dialogue, c'est extrêmement vivant. Mais tout ce que tu fais est très vivant, parce que tu es très spontané dans ton art. Alors là... c'est Monet, c'est Monet. Oui, alors j'ai dit... Ce sont les Naféas. Oui, c'est Nabi. C'est Nabi, voilà. C'est Nabi. Je suis un peu plus... C'est pour ça que quand je disais que je n'aime pas je suis plutôt bonnardien. Bonnard ici, Vuillard là, voilà. et ce mot. Et là, et ces petits... Ça, c'est déjà Matisse. C'est déjà Matisse. Et là, on arrive à ta pièce, cuisine, salle de bain, voiture récente. Mais c'est le verre de Picasso. Alors ça, c'est une référence à toi. Ah, mais je te mets, Picasso n'y est pour rien. Ni pour Picasso, n'y est pour rien. Alors, c'est pour ça que c'est je très montre le bien. Picasso là, mais en réalité, tu vois, voilà la chose. Mais c'est bien. incroyable. Hein, tu vois, voilà Voilà le fameux verre voilà d'absinthe. le fameux verre d'absinthe. De 1912, quelque chose Ouais, comme ça. 1914. 14, voilà. oui, mais c'est la chose. C'est le premier objet d'art populaire, d'art pop, quoi. Mais que moi j'ai fait également en Que sculpture. tu as fait en sculpture sur 2 mètres. Mais avec une petite souris. Avec une petite souris. Je reconstituais, j'ai presque reconstitué des tâches comme ça, tu vois. Hein? C'est encore une fausseté de la tâche. Dès qu'on commence avec la matière ou la tâche ou autre chose, on ne s'arrête pas, on ne veut pas s'arrêter ni au hasard, ni à l'ordre, on va au-delà de la tâche, au-delà du discours presque, tu vois. Alors c'est ça, vers l'essentiel, sans détail. C'est pour ça que la tâche me plaît, aussi, tu vois, où ça contient le tout. Et alors, regarde, quand tu fais comme ça, d'un coup, tu as l'impression d'un énorme charnier. Alors c'est bon, voilà, ça c'est ce que j'aime de l'art de la tâche. Non, le portrait de Victor Hugo, tu n'as pas vu. Je vais trouver. Là, voilà. Tu vois? Tu vois? Là, ça s'appelle Victor Hugo, rêve d'une maison près d'un pont, 1850. Tu vois? Et à Vendeuvre, il habitait une maison près d'un pont. Tu vois? Les ponts suspendus. Oui, les ponts. Tu vois, là, 2 ponts. Ce qui va me permettre de loger et mes personnages qui passent ici, tu vois, et ici, les montagnes, ou ces nuages qui deviennent comme des montagnes, tu vois. Et ça te fait encore un plan là et un autre plan là.
quand j'essaye avec les matières ou les plantes ou les cailloux, les rochers de les mettre, c'est aussi aller vers le sublime avec le presque rien. C'est ça qui est intéressant. Peut-être que je suis en train de virer une sorte de cutie, tu vois, d'aller un chemin vers autre chose, vers peut-être moins de détails, moins de dessins, moins de côté néoclassique et plus vers finalement une sorte de construction floue qui rend les choses plus au-delà d'eux, comme une sorte de révélateur. C'est aussi comme ça. Je prends plus le spectateur comme je voudrais rendre intelligent la personne qui regarde. C'est-à-dire, quand je dis rendre intelligent, c'est-à-dire que je ne lui mâche pas le travail, je lui laisse faire les choses et je lui dis, tu comprends très bien ce que j'ai voulu dire. C'est comme dans une conversation, c'est plein de petits sous-entendus, j'ai pas besoin d'appuyer, de raconter tout comment ça va. Je sais qu'il sait. Qu'est-ce que tu disais, chez les Japonais, la tâche, c'est la forme. C'est l'esquisse, c'est tout le... Et le trait, c'est le savoir. Enfin, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on répète, surtout. Qui a dit que l'amour était un vrai combat? Enfin, voilà. Et lui aussi, il paraissait son coup. Ouais, il manquait ce petit point, c'est le regard. Quand tu sais pas quoi dessiner, d'après Moselle, tu commences à dessiner ton sexe. C'est quand même la première chose que tu dessines. Hein? Alors, regarde des trucs d'Egon Schiele et puis tant d'autres. Bon, alors, là... Tu vois celle-là? Tu disais que tu es beaucoup plus, content de... Non, je suis beaucoup plus concis là-dedans. Là, sur le double, dans ce format-là, je suis plus dans le format ici, et je suis plus construit là. Hein? Là, tu es voyeur, et là, tu es plus acteur. Non, c'est pas celle-là. Mais enfin, bref. Avant. Oui. Voilà. Attends, je vais voir ces doubles pages, il sera bien illustré aussi. Hein? Regarde le rapport entre les deux dessins. Et voilà, très en matière, là. Tu vois, ça devient presque primitif. Hein? Quand c'est plus dit, ça devient beaucoup plus pornographique. Tu vois? Hein? Ça, c'est érotique et ça devient pornographique. Et puis, il faut passer la main et après tu retrousses pour faire venir. Enfin, si tu veux, des noirs petits. Là, je crois qu'il n'y a pas besoin de retrousser. Mais tu as fait ça, toi, Serge, quand tu étais jeune? J'ai jamais été jeune. Ça a commencé comme ça, disons. Non, moins bien. Non, c'était moins bien. Avoir plus de noir. Un peu galeux.
je trouve. Le noir. Ah, c'est pas, Le noir. il est pas encore, la planche n'est pas encore nourrie. Il y a que ton, La tête est bien là. ouais, mais il y a que Popol qui est bien. Ah, dans le noir. Ouais. Sinon, le trait par lui-même est bien. Ah, le trait est beau. Tu vois, ça, c'est le papier de verre qui fait ça. Ouais. C'est quoi, c'est du mastic? Non, c'est de la colle à carrelage. Ah bah voilà. Là, on a ce qu'il faut. Voilà. Tu vois, regarde là, le papier de verre, il est mieux. Parce que je l'ai pris comme ça, clac, clac, et je ne l'ai pas pris. Et puis là, j'ai remis de la pression, j'ai remis de... Bon, bah, on va faire l'autre. C'est une fellation normalement, parce que tu vois, tu vois, le nez, personnage, le nez, ça devient comme encore un sexe qui. C'est pas mal ça, hein? Ouais. La fessée là. C'est une descente de croix en réalité, mais enfin bon. J'ai pris d'après le pantalon. T'étais très fort de mon Dieu. Tu vois, regarde, d'accord. Et le soutien aurait été. Tu vois. Bon. On a mis des choses. Oui, tu vois, mais bon, il y a des. Tu vois, voilà, cette fameuse Ah oui, toile là. elle est là. Ah, la fameuse toile, tiens, fais voir. La plus là. Oui, elle est là. Tu l'as mise là. Ah oui. Dis-moi Serge, pourquoi en fait tu voulais la reprendre? Je voulais la reprendre, je voulais la passer dans la machine à laver. Regarde ce qui reste. Parce que je l'ai réutilisé, ça ne me plaisait plus. Je l'ai lavé et je l'ai réutilisé. Comme ça. Quand je suis parti du Pont-Ormeau, c'était un point de départ. C'était pas moi, c'était un point de départ. Et finalement, il fallait l'oublier, ce point de départ. Et en faisant ça, là, j'ai complètement sublimé le Pont-Ormeau. Elle me plaisait plus. Il y avait un dynamisme. Il y avait quelque chose qui, je ne sais pas, c'était intérieur à moi. Et quand j'ai commencé à faire cette toile, tu vois, j'avais ce châssis-là, alors du coup, j'ai pris la... Donc tu as pris un morceau de la toile et tu en as fait celle-là. Et j'ai peint là-dessus. J'ai fait ça. C'est un morceau de celle-là. Ouais. Donc ça veut dire que tu la voulais plus celle-là. Oui. Mais qui est totalement transformé. Et là-dessus, j'ai collé aussi encore un morceau d'une autre toile. Encore. Ça veut dire que tu as détruit 2 toiles pour faire celle-là. Et j'ai rajouté une troisième, une autre toile qui était un bout de toile vierge. Et naturellement, là, celle-là, c'est un élément de celle-là. Tu vois, cette toile et cette toile seront des bonnes toiles et beaucoup plus fortes que ça. Parce que je les ai fait assassiner pour qu'elles il ne faut pas vivent. hésiter à sacrifier, hein. Tu vois, et c'est justement en faisant ce sacrifice que j'ai pu me grandir et aller plus loin. Tu es sorti du cul-de-sac. Voilà. Ouais, absolument. Ouais. Donc il faut pas... Il faut savoir sacrifier. Ouais. Tu vois, c'est couper un truc pour qu'il n'y ait pas la gangrène, et donc tu te coupes un truc, mais tu as un truc de moins, mais tu sauves le bras et tu sauves le reste. Et donc, rue de la Fraternité. Ouais. Mais c'est pas pour rien que j'habite. Mon atelier est maintenant rue de Bagnolet à Paris, dans le 20e. Parce que tout ça a commencé dans les banlieues nord, vers la rue de... Dans un petit pavillon de Bagnolet où j'allais regarder la télévision tous les dimanches soirs. Avec ma grand-mère, on descendait à la Croix de Chavaux, pas la Croix de Chavaux, mais à Robespierre, et on allait à pied. On descendait et on coupait par là. Je pense que c'est par là ou par là.
Ces deux-là ne sont pas séparés, mais ceux-là peuvent être séparés. Ouais, ceux-là sont ensemble. Ceux-là sont un diptyque. Tu vois, ces deux-là sont un diptyque, et ceux-là sont séparés. Pourquoi j'ai commencé à faire les banlieues? Parce que ça changeait totalement de tous les sujets que j'ai pu traiter jusqu'à présent, qui étaient liés. Mais je crois que le seul dénominateur commun, toujours, c'est ma vie. C'est mon vécu qui est le dénominateur commun. Bon, dans toutes les périodes que j'ai passées en peinture ou en stade, c'était toujours lié soit à la littérature, soit à des souvenirs d'enfance et à la littérature et à ma vie et à l'art comme point de vue. Et naturellement, ça doit choquer les gens. Tout d'un coup, je me mets à faire des paysages. J'ai fait des paysages, mais c'était pas du tout... J'ai toujours eu horreur de la nature parce que j'étais un enfant des villes, un rat des villes. Pour moi, j'ai un culte de la banlieue qui est la banlieue... j'appelle ça banlieue nord, mais je devrais dire banlieue rouge, la petite ceinture. Bon, finalement, j'espère que je trouverai les anciens musées communistes de la petite ceinture, de la petite banlieue, m'abriteront. Ne serait-ce qu'en hommage à mes parents. J'ai vu simplement une chose nouvelle qui semblait vivre avec des gens qui étaient pleins de rythme, pleins de... Et puis une multitude de cultures, et c'est ça qui m'a plu, c'est tout. Il y a une multitude de cultures, tout d'un coup je me suis trouvé comme dans une nouvelle de science-fiction, comme une nouvelle de Cadix ou autre, de Vandenangle. C'est-à-dire dans un endroit où tout est possible, où la civilisation se refait instantanément, où tout se côtoie, où tous les siècles se bousculent, où on peut être à la fois punk et bourgeois, ou abstrait et hip-hop, où tout ça est ethnique. Voilà, je veux dire, il y a toute une multitude de choses qui m'ont plu dans la banlieue et que j'essaie de faire. Remarquez, il n'y a pas du tout de personnages. Je ne cache pas les métamorphoses de l'œuvre, du dessin. Tu vois, je veux dire que tu remarques là, il y a un trait. Et ben, il y a encore donc je gomme ça en mettant une toile beaucoup plus fine. On voit apparaître en dessous le truc est la légère trace du repentir. Ouais, c'est un repentir en réalité. Je ne cache pas le repentir, mais je le laisse, toi. Bon, donc c'est aussi dans tout l'art, il y a l'art du repentir. Tu vois, ça veut dire que l'homme n'est pas un dieu. Ouais. Il peut faire des erreurs, et il fait des erreurs. Et l'artiste surtout n'est pas un dieu. Ouais. Bon, il y a aussi quelque chose de très américain dans ce que je fais, ou de très allemand, ou de... Bon, en réalité, il y a quelque chose de cosmopolite, puis c'est tout, c'est ça, franchement. Hein? Je suis un juif cosmopolite, donc c'est ça, c'est pour ça. Je veux dire, et cosmopolite veut dire ouvert pour moi, pas du tout fermé. Hein? La culture de l'autre ne m'effraie pas, elle ne peut plus m'effrayer.
donné, et puis j'ai repris le premier toit, le deuxième toit, le troisième toit, et ensuite la même ligne, la même ligne pour le mur là, et ça donnait en réalité les étoiles de David. Voilà. C'est drôle, non? Tu sais pourquoi dans l'inconscient de la construction, c'est-à-dire on démolit et on reconstruit, et on attaque. Et on quoi? Et on attaque avec des symboles. Ça c'est la Shoah, tu vois. Regarde. Un triptyque sur la Shoah. Un triptyque sur la Shoah. Ah oui. Et, alors attends. Le paradis, non, chasser du paradis, oui, non, c'est le paradis, l'enfer. Tu sais pourquoi l'enfer? Parce que ils ont voulu enlever la dignité à l'homme. Et enlever la dignité à l'homme, qu'on soit religieux ou pas religieux, c'est déjà un enfer. Donc là, tu vois. Et puis le retour, finalement, le retour à la normale. Voilà. C'est des souvenirs trop désagréables pour moi à me rappeler, à parler, je veux dire. Je les exorcise parce que je ne veux pas être une victime, et je ne veux pas être comment on dit, je ne veux pas être marqué par ça, je ne veux pas être une victime. Je veux pas être ni une victime ni un juif professionnel. C'est pour cette raison que... mais pourtant tu es marqué par ça, tu peux rien faire. Oui, marqué, mais marqué d'une façon, comment dire, marqué d'une façon qui fasse que je devienne quelqu'un de toujours meilleur, non pas un revanchard, non pas un type qui en veut au monde entier, non pas une sorte d'assassin ou de fou magnifique. Hein, c'est tout. Voilà, je veux en faire quelque chose de positif. À une époque, je disais que je faisais l'œuvre de mon père, parce qu'il a toujours été voulu être sculpteur, et bon, il était kébéniste, donc il dessinait et tout ça. Il a fait passer du camp où il était arrêté, je crois de Bolla-Rolande ou de Pithiviers, des petits dessins qui sont parvenus, que j'ai perdus. Bon, j'ai perdu, je m'en souviens encore comment, enfin pas comment, j'ai perdu avec ma carte de pupille de nation. Je les avais mis en même temps, tu vois. et je les ai perdus en même temps. Hein. Donc, bon. Mais voilà, c'est ce qui m'a donné l'idée de toujours faire des petits carnets maintenant, de pouvoir dessiner et tout. Alors, bon, voilà. Donc c'est un sacré travail quand même qu'on fabrique là. Viens voir. Viens, suis-moi. Tu vois là, cette photo là, voilà, ça c'est ma mère, oui, avec ses copines quand elle sortait des usines. Quelle usine? Ah oui, à Bagnolet, les usines Vondaire. Tous ces souvenirs de marcher dans la nuit, comme ça, d'aller jusque là. Jusque avec ma mère grande. Et puis je vais avoir 5 ou 6 ans,
5 ou 6 ans, quand je faisais ce passage-là. Et je venais de jouer au déporté avec mon petit cousin qui avait beaucoup plus de chance que moi. Tu jouais au déporté? Oui, parce qu'on jouait au déporté. J'en avais quoi le jeu du déporté? Alors il y avait les SS qui surveillaient les déportés. Et on faisait des... on jouait au déporté. Alors son père lui était revenu de déportation et pas le mien. Donc je jouais au déporté. Quel rôle tu jouais, toi? Hein? Quel rôle tu jouais? Ben, je jouais le déporté, bien sûr, puisque... Et lui, il jouait le SS? Je crois que c'est Schnitzler, hein? J'ai dit que c'était Schnitzler, oui. Il est tellement facile d'écrire ses souvenirs quand on a une mauvaise mémoire. Voilà, c'est la chose la plus magnifique, hein, que j'ai jamais lue, d'Arthur Schnitzler. Alors c'est comme ça, c'est pour moi aussi. C'est tellement facile d'écrire mes souvenirs, tu vois, tellement facile, parce que j'ai une mémoire qui flanche. Donc voilà. Et je pourrais toujours vous parler de mes meilleurs amis, n'est-ce pas? Et je me souviens très bien quand j'allais casser la croûte avec Delacroix et qu'on se retrouvait, qu'on disait du mal de Géricault, je lui disais, écoute, Delacroix, tu peux pas, Eugène, tu peux pas dire du mal de lui, tu peux pas dire du mal. Hein. S'il ne serait pas tombé de cheval, tu vois, tu as tout appris quand même avec lui, ne dis pas. Hein. Remarque que lui aussi, en Amérique, il n'était pas mauvais, hein, Géricault. Hein. Je veux dire, il s'est baladé partout montrant son tableau. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, voici le célèbre radeau de la musique. Roulement de tambour et tout, on montrait le truc et le pognon tombait et tout. C'est pas beau ça, hein. C'est comme ça qu'on voit l'art. Barnum et Bailey Circus. Toujours quand j'ai des petits problèmes de dessin ou de dessin, je me remets à la sculpture pour voir, pour corriger un petit peu ces petits problèmes de dessin que j'ai. Donc, je me suis dit, tiens, allons-y. Et j'ai commencé par prendre le bloc, cette bûche de terre. Et donc, j'ai commencé carrément à rentrer dedans, à travailler comme si je faisais de la taille directe. Alors voilà, ça a donné ça. Il ne subsiste de ce tableau-là, je n'ai gardé que la nature morte. Et puis, je l'ai retravaillé tout d'un coup, j'ai pensé au dernier tableau de Stahl. Tu te souviens de ce grand rouge? Oui. Tu vois? Avant le suicide. Oui. Ce grand là. J'étais obsédé par la grande couleur rouge de ce tableau-là. Et moi, j'ai toujours travaillé avec les rouges. Et Cézanne faisait toujours aussi les paysages, avec les natures mortes, les paysages et les corps. Hein, et donc, voilà, j'ai constitué mon côté cézannien, là, et puis voilà. Et ce contraste du noir et du bleu, qui sont bien, et tout est... Parce que ça, c'est un tableau qui parle d'une façon picturale, beaucoup plus que les autres. Ouais, voilà, et moi, ça donne ça. Rien à voir, tu vois. Si, mais voilà, tu vois, bon, tu vois, moi je commence comme ça va être, je commence comme ça. Bon, 1862, tu vois. Le voilà, tu vois. C'est lui, Cézanne. Tu vois, et tout ça, c'est des petites idées, comme si je parlais avec lui, tu vois. Tu vois, de toutes ces lectures-là que je fais, c'est comme s'il s'asseyait avec moi à la table et puis qu'on parlait. Parce que tout ce qu'un peintre a vécu, un autre peintre, quand il aime son œuvre, le vit aussi. Ce dessin doit être comme ça. C'est ça qu'il faut que quand je le fasse, qu'on sente que c'est comme ça, et c'est pas autrement. Il faut que ça soit vrai, parce que ce que je veux peindre, ça doit être vrai, parce que ça doit sortir de moi, et ce que j'estime que je suis un homme vrai, non? Ma peinture doit être vraie. Si ça a l'air d'être une bouillie incompréhensible, ce que je dis, ça a quand même derrière un vécu. Et donc, même si on a l'impression que je dis n'importe quoi, c'est jamais n'importe quoi.
Et je parle vrai quand je parle avec les pinceaux à la main. Je me remets à faire des nus, mais pas n'importe quel nu. Et cette représentation que j'ai du nu, du corps humain, c'est comme un paysage. Mais là, tout d'un coup, c'est un regard que j'ai sur mon propre corps. Je vois les ravages ou la beauté du temps, mais je suis sans complaisance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps est beau à tout âge. À tout âge. Si on aime l'homme ou la femme, on la trouve belle tout le temps. Et puis finalement, la chair aussi, le corps et tout ça c'est un prétexte à peindre. J'associe Myriam parce qu'elle fait partie de moi, parce que c'est mes autoportraits. Dans toute ma peinture, j'ai toujours associé. Même si elle ne s'en rend pas compte, même si les gens ne s'en rendent pas compte, bon, puisqu'elle fait partie de... Voilà, c'est ça.